Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Sylvie Macala et au nom de l'association Mélanine Suisse qui organise le festival Black Helvetia, je vous souhaite une très cordiale bienvenue. Ça nous fait toujours vraiment très chaud au cœur de vous voir nombreux et si intéressés et prompts au rendez-vous. La question de l'humour dont font l'objet les minorités est brûlante en Suisse comme ailleurs. Ce soir, notre festival propose d'y réfléchir ensemble. Pourquoi rit-on ? Peut-on rire de tout ? Ne peut-on plus rire de rien ? Rit-on avec ou rit-on de quelqu'un ? Et si on rit de quelqu'un, à quel moment renforce-t-on les stéréotypes qui font du mal et qui enferment davantage ? Autant de questions qui nous occuperont ce soir. Nous commencerons avec une table ronde qui durera environ jusqu'à 20h. Et après la pause de 20 minutes, à 20h30, nous poursuivrons avec 1 heure de spectacle. Avant de vous présenter les 3 invités de la soirée, permettez-moi de faire quelques annonces. Donc déjà, il faut que je vous dise que si le festival est tout particulièrement cette soirée sont possibles, c'est notamment grâce à la collaboration avec le Théâtre populaire roman qui nous accueille ce soir. Également à la participation de nos partenaires que sont le quotidien Le Temps, la librairie Payot, Valou Event et la Commission fédérale de la migration ainsi que le service de lutte contre le racisme, le canton de Neuchâtel et les villes de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et du Locle. Il y a foison d'autres partenaires qui se trouvent sur notre site internet ou dans l'expo. Encore vous dire que toutes les discussions, tables rondes sont filmées et donc elles sont disponibles en live depuis notre site internet. Là maintenant, donc si vous avez des connaissances, des amis qui ne peuvent pas être présents, vous pouvez vite leur envoyer le lien du site internet et puis ils peuvent suivre. Et puis ensuite, par la suite, on les mettra sur le site et sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, tous les événements qu'il y a eu samedi dernier, sont déjà en ligne. Bon, pour l'heure, avant le plaisir d'inviter les invités sur scène, j'aimerais quand même vous dire quelques mots sur chacune d'entre elles. Je vais commencer par notre modératrice, Mona Lisa Collet. Mona Lisa souhaite créer des liens entre les gens et susciter du changement. Rien ne passionne davantage cette organisatrice de communauté qui nous vient tout droit du Zéland, la région de Berne. Donc Mona Lisa est parfaitement bilingue. À titre professionnel, Mona Lisa est spécialiste et chargée de projets pour les questions de migration et de racisme. Elle est également très impliquée dans de nombreux collectifs et organisations sociopolitiques, notamment le collectif afroféministe Kabak, le réseau afroféministe Blash, la plateforme post-migratoire Diosboa et le Safer Space Café Révolution qu'elle a cofondé en 2020 pour les personnes qui subissent le racisme et le sexisme. 2 mots sur Élodie. Comme beaucoup des intervenantes du festival, Élodie embrasse une carrière où on ne l'attendait pas forcément. En effet, avant de faire du stand-up, notre invitée a suivi une formation scientifique et a travaillé comme ingénieure pendant plusieurs années. Finalement, Amou Tati, de son vrai nom Tania Royo, qui est auteure, comédienne et humoriste, formée en Côte d'Ivoire, elle travaille aussi bien au théâtre qu'au cinéma, en France, en Suisse, au Canada et sur le continent subsaharien. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir sur scène, sous vos applaudissements, Mona Lisa Collet, Élodie Arnoux et Amou Tati. Bonsoir, ça fait énormément plaisir. Bonsoir. Ça fait énormément plaisir de voir autant de personnes réunies ce soir pour ce Chill Out Friday. On va parler d'humour, de qu'est-ce qu'on peut rire, de ce qu'on peut pas rire, de la carrière de ces formidables personnes qui sont là sur scène avec moi. Je me réjouis vraiment énormément d'avoir cette discussion et j'espère que vous aussi et qu'on aura vraiment un très bon échange et au moins
aussi un super moment avec vos spectacles qui vont suivre cette conversation. On croise les doigts, ma chérie. Comme Sylvie l'a déjà assez bien résumé, vous êtes toutes les deux humoristes. Amoutati, tu es également actrice. Tout à fait. J'ai fait les deux de temps en temps. Oui. De temps en temps, excellent. Et en regardant en fait vos parcours aux deux, on voit que il y a beaucoup de votre propre personne en fait qui entre dans le travail que vous faites. Toi, Élodie, tu es née à Clé, en France. C'est ça. Mais tu as des parents d'origine malgache. C'est ça. Exactement. Oui. Et tu as fait des études d'ingénierie mécanique. Oui. Et tu as aussi travaillé pour Électricité de France pendant 6 ans. Exactement. Et fini, aujourd'hui, tu fais des scènes. Voilà. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, parce que vraiment, en lisant vos biographies, je me suis dit, il faut qu'on parle un peu de vos carrières, pour un peu savoir qu'est-ce qui vous a amené à l'humour. Et du coup, ma première question va directement à toi, Élodie. Qu'est-ce qui a fait que tu as laissé derrière toi cette carrière d'ingénieur pour poursuivre le stand-up, l'humour ? Moi, c'est la découverte du théâtre, vraiment. J'ai découvert le théâtre super tard, j'avais 25 ans, quand j'ai pris mon premier cours d'impro. Et vraiment, c'était la drogue, quoi. À partir de là, j'ai adoré. Et je voulais tout le temps monter sur scène, jouer. Et j'ai essayé de faire les deux pendant un temps. Et puis, au bout d'un moment, on n'est plus trop concentré au travail. On est fatigué le soir pour faire le spectacle. Donc, j'ai switché. Donc, je me suis lancée, j'ai tenté l'aventure de la scène. Mais non, c'est vraiment que j'ai découvert super tard le théâtre, c'est dommage. Alors moi, je trouve pas ça dommage du tout. Je crois qu'on est plutôt assez contents ici dans la salle. Amoutati, Oui. toi, tu as rencontré la scène un peu plus tôt. Tout à fait. Oui, tu es née également en France, au Havre. Tout à fait. Et à l'âge de 6 ans, tu es allée retrouver le pays d'origine de ta mère, qui est la Côte d'Ivoire. Du coup, c'est ma maman qui m'a emmenée en Côte d'Ivoire. Très Voilà, bien. exactement. Et à l'âge déjà de 10 ans, on peut voir que dans des petits vidéotopes, tu as déjà en fait eu tes premiers succès à l'âge de 10 ans, à l'âge de 14 ans, où tu reçois aussi des petits prix pour tes accomplissements. Tout à Et fait. en fait, ça t'a mené à cette carrière d'actrice. Je veux dire, tu as plus de 31 films à ton effectif. Et aussi, en parallèle, en fait, te découvrir sur scène en tant qu'humoriste. Qu'est-ce qui t'a emmené déjà si tôt, en fait, à te... Sitôt, ma mère vit au Havre avec mon papa et je nais au Havre et il divorce et ma mère décide de rentrer au pays. Donc à 6 ans, je découvre un nouveau continent, c'est nouveau pour moi. Et j'ai eu un coup de foudre pour la Côte d'Ivoire parce que c'est très différent. J'ai le souvenir d'une femme qui se dispute avec son mari et elle descend et dit « Toi, tu m'emmerdes, tu vas me faire quoi ?» Je dis, mais maman, pourquoi elle ne rentre pas chez elle pour discuter? Elle dit, ma fille, on est en Afrique, ici, on vit les choses. Et toute petite, j'ai dit, non, il va falloir que je raconte cette vie qu'on a, ces proverbes imagés qu'on a. Et j'ai décidé de me lancer sur scène pour ça. Donc, j'ai fait du théâtre. La première chose que j'ai fait, c'était au catéchiste. J'avais 8 ans. On dit, le lundi, c'est le jour après la fête. Maman, j'ai maux de tête, je ne peux travailler. Et je dormais. Ma tante a dit, tu dors tellement que tu as bien joué le rôle, c'est normal. Donc du coup, oui, très vite, je me suis lancée là-dessus et c'est vrai que je suis d'une famille où on rit beaucoup. Ça n'a pas été facile quand même. Après, on va rentrer dans les choses sérieuses. Mais voilà, c'est d'abord une passion, un coup de cœur avec le théâtre et c'est là-bas que je m'épanouis, quoi. Même si, voilà. Et mot-clé, comme tu le dis, c'est ton vécu, tes expériences en fait, qui t'ont amené à ça. Et puis, je vois ça aussi dans ton parcours, Élodie. Dans ton spectacle Future Grande, tu vas vraiment en fait, dans cette direction où tu es là. Toutes ces étapes administratives, toute la réalité de ce qu'on dit, ce que c'est d'être adulte, tu l'emmènes avec toi directement sur scène. Future Grande qui fait allusion au fait d'être adulte, mais aussi en même temps à ta taille, tu te joues aussi de ton genre. C'est vraiment, tu emmènes toute ta personne sur scène. Et qu'est-ce que ça fait en fait pour toi de vraiment venir en tant que toi avec toutes ces histoires et en fait de les dévoiler à un public inconnu?
C'est cool. Non, c'est une réponse nulle. Non, en fait, c'est... Non, en fait, c'est important de partager ce que je peux vivre au quotidien. Je trouve que comme on a peu la parole, je trouve que les femmes noires ont peu la parole dans les médias. Et du coup, je viens avec mon histoire. Je parle de ma vie, des choses qui m'énervent beaucoup, un peu. Et du coup, énormément. Et, et du coup, ouais, il y a je viens avec mon bagage, avec ma vie, et le but c'est de faire rire quand même, donc c'est pas une conférence, mais voilà, je parle de ma vie et je m'exprime, quoi. C'est une espèce d'expression. On pourrait aussi dire que c'est peut-être aussi une certaine forme de thérapie. Est-ce qu'il y a des choses que tu gères sur scène, que tu apprends sur scène, ou c'est plutôt, écoute, je sais pas quoi d'autre parler, du coup je vais parler de ma vie? Ben, il y a aussi des choses... Surtout pour les trucs qui m'énervent, j'aime bien faire passer des messages et des fois dire... et comme c'est sous forme d'humour, c'est plus entendable pour les personnes. Ils ne sont pas dire « bon non, c'est pas vrai » et puis en partant... Donc j'aime bien faire passer des messages. Ici, on peut s'habituer à ce genre de discours parfois où les gens sont au courant de ce genre des choses qui se disent pas, des trucs comme ça. C'est plus... Moi, j'aime bien aussi faire ce travail-là, s'habituer à des trucs comme ça. J'avais des débats sur des blagues avec des copines en disant « oh non, les gens vont jamais rire à cette blague-là ». Et en fait, en disant, bah, si, on va les habituer, ils vont rigoler, t'inquiète pas. Alors aussi une forme d'éducation quelque part. C'est ça, oui, vraiment. Éducation du public, excellent. Amoutati, toi aussi, en fait, dans les différents médiums que tu utilises, que ça soit dans des grands films box-office, par exemple, on a Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que j'imagine beaucoup d'entre nous ont vu, où tu joues également. Mais on a aussi Dombé, la tête haute, de Bourlem Gerjou. Ou bien des dessins animés comme Aya de Yopougon, où on peut aussi retrouver et entendre ta voix en tant qu'Adjoa. Tout à fait. Tu amènes énormément de toi-même, mais vraiment c'est dans La Dame de Fer, en fait, que tu te dévoiles énormément. Et moi, je me demande, en fait, qu'est-ce que ça fait de se dénuder comme ça, d'être aussi vulnérable, parce que c'est vraiment aussi une histoire qui est très proche de ton histoire, de l'histoire de ta mère, en fait. Tout à fait. Bon, moi, je dis toujours que l'humour puise sa source dans le drame. Et moi, ma meilleure manière de véhiculer un message, c'est de rire avec. Bon, nous, ma mère est rentrée en François parce qu'on n'avait pas renouvelé sa carte de séjour. Donc, de fil en aiguille, on est arrivé dans un bidonville. Et on a galéré et tout, mais surtout, moi j'ai une mentalité, j'étais née en France, donc je parlais un peu comme les Français, et après j'ai appris à parler comme une vraie Africaine, parce qu'il le faut. Et du coup, quand je suis revenue en France, j'ai dû me réintégrer une deuxième fois. Je faisais beaucoup de gaffes, on me demandait l'eau plate, mais nous on ne sait pas ce que c'est que l'eau plate. L'eau plate, c'est le glaçon, c'est l'eau de la mer morte, bon bref. Et donc j'explique l'histoire d'une nana qui est paumée. Et ce qui m'a poussée à écrire ce spectacle, à La Dame de Fer, parce que je ne me retrouvais pas dans les mamans africaines qu'on représentait au théâtre ou au cinéma. Donc je me dis, mais moi je vais parler de ma petite maman. Ma maman, elle a vendu des aubergines, elle a réussi à élever toute seule 6 enfants. C'est une héroïne. Ma maman, elle te réveille avec une violence, elle dit, ton gros nez là même, tu vas dormir, lève-toi. Et j'ai ce souvenir, j'ai tourné un film qui s'appelle La Rivale, où j'ai le premier rôle. Automatiquement, j'ai tourné un premier rôle, tout le monde même on va m'appeler, mais le téléphone ne sonne pas. Donc, j'attends un peu, quoi. Et j'ai ma mère qui me dit, donc toi, tu es venu t'asseoir en Europe, tu es venu croiser tes jambes en Europe, tu as fumé quoi? Et ça m'a motivée, j'ai décidé de parler de cette petite nana, de cette petite femme qui a paix à son âme, elle est décédée il y a quelques années. J'ai décidé de parler de ma maman et de parler comment, avec le rire et la prière, bien sûr, on a réussi à s'en sortir. Donc oui, je parle un peu de ma vie. Je ne dirais pas que c'est une thérapie, j'exagère toujours un peu quand même. Hein. Un humoriste qui ne s'est pas menti, le pauvre. Donc voilà, il y a 30% de réalité et puis le reste, de toute façon, vous verrez tout à l'heure. Excellent, excellent. Du coup, quand tu dis un humoriste ment toujours un peu et exagère peut-être aussi un peu, ma question à vous deux, est-ce que vous n'avez pas des fois un peu peur de tomber dans des stéréotypes ou au contraire vous vous dites ces stéréotypes existent dans le monde et on va les utiliser et on va en profiter
et on va éduquer le public en leur mettant en fait vraiment ces stéréotypes sous le nez. Qu'est-ce que ça vous fait en fait est-ce que vous vous posez ces questions? Moi, quand j'ai décidé de devenir comédienne ou actrice, j'ai décidé de rentrer en compassion avec un personnage, qu'il soit bon, mauvais. C'est pas mon problème. Moi, je prête mon corps, ma voix. Je ne suis pas politicienne, j'ai pas fait bac plus 10, ma sœur. Donc, et je trouve que souvent, on demande aux comédiens d'être politiciens et vice-versa. Moi, tant mieux, il y a des humoristes ou des artistes qui sont engagés. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, je raconte mon histoire et que ça peut toucher certaines personnes parce que c'est aussi une réalité. Mais non, je ne suis pas là pour créer des stéréotypes. Tu prends ce que tu veux. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Élodie? Moi, les stéréotypes, ça dépend. Enfin, ça dépend. Les stéréotypes qui vont porter préjudice à une communauté. En fait, l'humour, c'est quand même. Il y en a qui disent. Par exemple, souvent, on va se faire une blague qui va être un petit peu rabaissante pour une communauté, et on va dire « Ah, ça va, c'est de l'humour ». Pour moi, l'humour, c'est déjà politique. C'est déjà quelque chose. Parce qu'en fait, ça a déjà un impact sur la vie des gens. Par exemple, le cliché des Noirs qui sont tout le temps en retard, c'est un cliché qui est beaucoup utilisé dans les blagues, dans les humoristes. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive en retard, oh là là, c'est pas des dentiers, c'est vraiment la blague qu'on fait. Et bien en fait, ça fait que les gens, ça s'imprègne dans l'esprit des gens. Et les personnes noires vont être moins embauchées parce que moins prises au sérieux. Il y a une étude qui a prouvé aussi que, par exemple, les blondes dans les métiers techniques, par exemple, à cause des blagues sur les blondes dans les métiers techniques étaient beaucoup moins engagées que les brunes. C'est débile, mais il y a quand même un truc comme ça de... Ouais, c'est un vrai truc. Vraiment, il n'y avait pas de blague, arrêtez. Et du coup, j'essaie de vraiment pas aller dans ces clichés-là qu'on fait tout le temps sur les mêmes communautés. Souvent, qu'on va reprocher à un humoriste de faire des clichés, qui va vexer une communauté, il va avoir comme défense « je me moque de tout le monde, je me moque des gays, des noirs, des femmes, des arabes, des chinois et tout ça ». En général, il manque quand même une catégorie, la catégorie dominante, l'homme blanc, cis, hétéro. Merci. En général, il manque quand même cette catégorie quand il fait sa liste. Il fait « Ah oui, c'est vrai, oh, il n'y a pas moi, mais je me moque de tout le monde, mais il n'y a pas moi ». Et du coup, moi, je fais... Quand je parlais des blagues à lesquelles les gens rigolaient pas au début, c'était je faisais des blagues sur les hommes blancs. Et au début, je vous cache pas que j'ai passé des mois difficiles où les gens ne rigolaient pas. Et en fait, à force d'avoir l'habitude à force de juste d'être habitué à entendre ce discours, ça y est, ça se détend la nouille, on peut dire blanc. Ouais, vraiment, on peut le dire, on peut commencer à rigoler là-dessus, sans que des fois avant, vraiment, on disait blanc, ça se crispait, quoi. C'est parce que tellement ça n'a jamais été évoqué, on n'a jamais. Donc vraiment, moi, j'essaye de ne pas aller dans ce sens qui a été vraiment, pour moi, déjà, je trouve que des fois, c'est des blagues un peu... Comme c'est des clichés, du coup, tout le monde les comprend très vite, et ça va très vite parce que tout le monde a le même socle de référence pour comprendre la blague. Et donc, c'est des blagues très efficaces qui marchent très vite, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu toujours les mêmes blagues, toujours un peu dans le même sens. Et en plus, ça porte préjudice à certaines communautés. Quand tu es noir, quand tu es une femme, quand tu es gay, etc., tu as des vraies répercussions dans ta vie. Du coup, j'essaie de ne pas aller dans ce sens-là et de moquer de la catégorie qu'on a toujours oubliée. Super. Voilà. Et en même temps, je me dis aussi, parce que Amoutati en parlait juste avant de monter sur scène, est-ce que c'est pas aussi fatigant des fois de se dire que oui, en tant que femme noire sur scène, il y a quand même aussi quelque part des attentes sur le fait qu'on thématise nos familles, qu'on fasse des accents, sur le fait qu'en même temps aussi on parle peut-être de nos expériences de racisme ou de sexisme. Est-ce que c'est pas aussi un peu lourd que vous soyez là avec moi et que vous sachiez très bien que je vais vous poser ces questions et vous êtes là, mais est-ce qu'à Catherine Deneuve, tu vas poser ces questions ? C'est moi qui t'ai dit ça tout à l'heure. En plus. Ben oui, parce qu'on me dit toujours, ça te fait l'instant. pas chier de jouer toujours une africaine. Je dis, mais il faudrait toute une vie pour jouer une femme noire. Il y a tellement de femmes noires dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, il y a 56 ethnies. À l'intérieur des 56 ethnies, il y a des BT de Gagnoua. Donc, il faudrait toute une vie. Et c'est un plaisir de jouer ces femmes. Ça ne me dérange pas. Après, certaines personnes peuvent dire, on en a marre de voir toujours les Noirs catalogués dans des petits rôles. Mais moi, j'ai de la chance, je joue un peu de tout. Je passe d'infirmière, femme de ménage, professeur. Donc, et je joue un spectacle, je joue Reine Estrait,
Je joue la Dame de Fer, qui est une femme super dynamique. Comme je disais à l'instant, je me retrouvais pas, je retrouvais pas ma maman dans, en tout cas, les genres de stéréotypes que je voyais à la télé. Alors j'ai montré une femme sans aide, son CAF, sans rien du tout, et qui se levait le matin, qui allait au marché, qui vendait des choses et qui a réussi à élever ses 6 enfants toute seule. Après, c'est peut-être culturel. C'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas tendance à se lamenter. On est plus on rend grâce et la vie est tellement dure. Tu vois, tu es plein d'acquis même déjà. et les gens avancent malgré tout. Donc non, moi, j'ai eu la chance d'avoir une palette de rôles, on va dire. Il y a quelques rôles que j'ai refusés. Mais la plupart du temps, parce que j'écris beaucoup, là je vais passer derrière la caméra pour le film La Dame de Fer. Oui, ça fait des années quand même. Et du coup, non, je suis contente de travailler ce métier parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à défendre aussi. Et du coup, le fait que tu dois parfois répondre au fait de qu'est-ce que c'est d'être une femme noire, d'être une actrice noire. Je dis qui est noir, pardon. Je réponds comme toi, je dis non, ça ne me dérange pas, j'aime beaucoup ma couleur. Je pourrais jouer Catherine Deneuve, il faudrait me mettre une belle perruque, avec plaisir. Dans mon spectacle, je joue Marie-Antoinette d'Abidjan. Je ne le ferai pas ce soir parce que je ne vais pas faire le spectacle entier, et je chante à la fin, et je suis fière, et je suis fière, et je suis fière d'être bourguignon. Les gens sont choqués, mais ils rient. Et j'ai plusieurs accents parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, donc pour moi, c'est pas une caricature. De toute façon, quand les Ivoiriens m'entendent, ils disent celle-là, c'est une vraie villageoise, laisse tomber. Ça m'arrive aussi quand je parle suisse-allemand. Breitspandutsch. Élodie, qu'est-ce que toi tu dis? Parce que j'ai l'impression que tu es consciente en fait quelque part aussi de ce poids qu'on te met un peu sur les épaules, peut-être un peu aussi malgré toi. Et est-ce que tu l'endosses avec fierté ou bien est-ce que des fois aussi c'est un peu lourd et tu te dis moi je suis Élodie, je suis humoriste, je parle de ma vie et j'ai pas toujours envie de représenter en fait toutes les femmes noires quand je suis sur scène, ou bien de toujours devoir aussi faire attention à ça? Non, moi je suis très contente parce qu'en fait, on ne voit pas beaucoup dans les médias mainstream de femmes noires. Du coup, dès qu'on me pose une question de femme noire, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire et c'est intéressant qu'on en parle. Et bien sûr que non, moi je trouve ça super, super qu'on puisse donner la parole. Après, j'ai oublié la question déjà. Tu sais, pas un peu fatigant. Voilà. Non, mais oui, en fait, je trouve que c'est tellement un prisme, un regard qu'on a peu dans la société, que ce soit à travers les films qui sont toujours écrits par des hommes blancs et que du coup, les rôles, c'est tellement un prisme, on a tellement peu de voix que oui, moi je trouve ça bien qu'on en parle et qu'on le dise. Donc moi, je l'endosse avec plaisir. De toute façon, je ne peux pas dire je suis blanche parce que je suis... Bon, y a des amis qui disent « Oh, je vois pas que t'es noire ». Oui, bon, Moi, je rejoins un peu Élodie parce que c'est vrai que moi, dans mon spectacle, quand j'écris après les autres films, c'est d'autres producteurs qui m'embauchent. Mais c'est le regard extérieur d'une Africaine sur une société. Sur la société française, dans mon spectacle, il y a un Canadien qui parle à Michel, elle a beaucoup de problèmes, la femme, elle se dit comment elle va faire pour manger, et le mec, il se joue au psychothérapeute avec elle. La dame, tout ce qu'elle veut, c'est s'en sortir. Il dit, Michel, je sens que tu as envie de parler, je sens que ta canne d'azida noire, parle-moi. Pendant longtemps, j'ai voulu me jeter dans le lac à Québec, mais j'ai jamais réussi, Michel, parce que le lac, il était congelé. Donc, et il y a un choc de culture, parce qu'elle elle prie... Elle se dit, le Seigneur a envoyé. Non, je dis, c'est l'ange Gabriel qui parle. Oh, Seigneur, parle. C'est votre Michel, écoute. Elle dit, Michel, c'est moi, René, qui te parle. Parle-moi. Donc, c'est vraiment, comme j'ai vécu au pays, j'avais plus de choses à défendre parce que je trouve qu'on est un continent dont on ne parle pas beaucoup. Et c'est vrai que moi, on va dire que je ne dirais pas que je défends, mais je mets beaucoup l'homme noir en haut. On le mérite un peu. Pas facile. Je suis d'accord. Ouais. Et du coup, ça fait aussi plaisir, non seulement que
vous ayez choisi cette route pour vos carrières, mais aussi de voir en fait à quel point vous ramenez en fait des facettes différentes et multiples quand vous êtes sur scène. J'ai vraiment l'impression, et ça on va le voir plus tard, que on pourrait pas dire que l'une copie l'autre, parce que vous êtes tellement différentes aussi dans ce que vous présentez en fait quand vous êtes sur scène, et vous avez vraiment aussi eu beaucoup de prix et de reconnaissance. Je veux dire, Élodie. Moi, j'en ai trouvé quelques-uns et moi, je n'ai pas de prix, du coup, ça m'a impressionnée. Ah, je crois que j'ai menti. Hein. Je veux dire, gagnante du Nanas Comedy Festival. Ah oui, c'est... Festival de la Machine du Rire. Ça, j'ai inventé ça. Oui, Festival de Garçons. Oui, c'est vrai. Finaliste du Duel pour Rire. Ouais. Et aussi gagnante du Swiss Comedy Talent. Oui, c'est vrai. J'avais fait à Lausanne. Ouais. C'est tellement de succès qu'on oublie des fois. Ouais, l'habitude. Et du coup, ça fait quoi en fait de se dire que oh waouh, j'ai choisi cette route et en fait j'ai de la reconnaissance pour. Et c'est quoi un peu les réactions que toi tu reçois? Bah, que c'était mérité. Enfin, j'avais gagné. Non, mais en fait, non. C'est tellement mérité. Enfin, j'étais la meilleure. Mais non, je suis contente parce que je travaille. On travaille fort. Hein. On travaille fort. C'est dur des fois. Et en plus, comme des fois, on défend des idées qui sont pas forcément pour tout le monde, il faut trouver l'angle qui va vraiment faire rire tout le monde et qui va faire que le message va passer. Donc, non, on travaille et puis quand je gagne, je suis contente. Et après, j'ai pas noté, j'en ai participé plein que j'ai perdu de ouf. Hein. Et puis, à Moutati, je peux aussi te rendre la même chose. Toi aussi, tu as gagné, par exemple, ou tu as été nominée pour meilleure actrice du festival de cinéma à Montréal, qui meilleure est vraiment actrice, ouais, merci. Quelque chose de super, super grand. Après, on a aussi... J'ai pas eu beaucoup de prix, ma sœur. J'ai beaucoup travaillé. J'ai eu le prix meilleure actrice et puis le prix d'excellence du président de la Côte d'Ivoire. Voilà, exactement, Des du président arts de la vivants. Côte d'Ivoire, ce qui est aussi pas rien. Oui. Et tu as joué dans énormément aussi de films. Et puis, on en parlait de box-office. Tout à Je veux fait. dire qu'on parle de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est vraiment un film qui a tourné et qui a une reconnaissance énorme. Et c'est pour ça que je me demande aussi, mais qu'est-ce que ça fait de recevoir ce retour et puis de te dire que ah ben oui, j'ai vraiment, quand on regarde sur IMDb, il y a une grande liste et c'est rempli. Moi, j'ai des sentis parce que j'étais en tournage quand le film est sorti à Paris en 2000, le premier, parce que je joue la petite sœur, Viviane Kofi. Quand le film est sorti en 2000, je crois, 2017 ou 2018, je ne sais plus, j'étais en tournage au Maroc sur un film de Joachim Lafosse avec Vincent Lindon. Et j'avais fait 1 mois au Maroc. J'avais bien noirci, là, comme j'aime. Et j'ai ma boulangère qui me prenait souvent la tête. À chaque fois, parce que mon fils, il avait peur des faisans qui sont dans les biches là. À chaque fois, il pleurait. Donc, il disait, mettez-le dehors, mettez-le dehors. Donc, je le prenais, je dis, arrête. Et quand je suis arrivée, oh, bonjour, madame. Je sais pas ce que le film était passé. Vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Je regardais derrière comme ça. J'ai dit, mais c'est qui? Elle dit, oh, vous étiez magnifique. Qu'est-ce que vous voulez? On vous offre. J'ai dit, la femme, elle s'est trompée. Comme elle confond les Africaines, elle ne sait pas qui est qui. Donc, j'ai pris, je suis repartie le lendemain et elle m'a dit encore la même chose. Et là, elle a sorti. Et là, je me suis rendu compte que oui, le film, il avait vraiment marché. Et par exemple, une fois, j'étais passée à l'Orange. Il dit, on ne veut pas de problème avec le bon Dieu. Maman, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah, super, je me suis dit, nous suivre. Et oui, donc du coup, là, c'est vrai qu'il y a la reconnaissance par rapport à ce film, mais c'est surtout le film D'Homme et la tête haute, dont je suis très, très, très fière, parce que D'Homme et la tête haute, c'est l'histoire une histoire vraie qui s'est passée à Ménilmontant. C'est l'histoire d'une femme dont il y a eu un incendie dans l'immeuble, et comme elle n'avait pas laissé papier, on n'a pas voulu l'indemniser. Donc, c'est le combat d'une mère. Et sa fille, Aya Sissoko, qui était championne du monde de boxe, a gagné le prix, tout simplement, pour venger un peu sa maman. Et moi, je joue le rôle
de Massiré. Et quand j'ai joué ce rôle de Massiré, j'ai vraiment pensé à ma petite maman. C'était vraiment un prix que je voulais lui dédicacer parce que ma mère aussi s'est vraiment battue avec les papiers parce qu'à un moment, elle voulait quand même rester en France. Et c'était pour moi voilà, une bataille que je devais gagner. Et en gagnant ce prix, j'étais vraiment émue parce que je sais à quel point le parcours des mamans seules, parce que moi, j'ai une famille, ma mère nous a élevées toutes seules, des mamans seules qui s'occupent seules de leurs enfants. Et du coup, voilà, ma mère, c'est le Pygmalion de ma vie. Donc, je passe ma vie à en parler dans mon spectacle. Et dans les films, il y a toujours une mimique. Il y a toujours... Des fois, je joue des films congolais, on dit, mais le Niawa, là, c'est pas congolais. J'ai dit, oui, c'est BT, excuse-moi. C'est un réflexe. Donc, oui, c'est ma petite marque de fabrique, c'est ma petite maman. Ben, félicitations à vous deux, vraiment. Et est-ce qu'il y a des retours en particulier qui vous font particulièrement plaisir de vous dire « Ah oui, ben, je parle de ma vie. » En fait, il y a des personnes dans le public qui très probablement se reconnaissent dans les personnages que je joue, dans le vécu que je raconte, dans mon humour. Est-ce qu'il y a vraiment des retours des fois où vous vous dites « Ouais, ça m'a vraiment touchée » qu'une maman ou bien une petite fille se reconnaissent en fait en vous ou dans ce que vous dites sur scène? À toi, Ouais, moi je trouve ça. Déjà, il y a des petites filles qui viennent me voir et des fois il y a des petites filles qui viennent au spectacle. Le spectacle n'est pas du tout pour les enfants, donc je suis toujours horrifiée. Mais, mais quand il y a des petites filles qui viennent, qui disent ça fait plaisir de voir quelqu'un qui me ressemble sur scène, faire rire plein de gens et s'exprimer devant du monde, etc. Et qui me disent je te prends pour modèle. Déjà, je suis à 2 doigts de la chialade à chaque fois. Et il y a aussi des gens qui comprennent des trucs, qui disent ah mais d'accord, par exemple c'est sexiste ou c'est raciste de faire ça, je savais pas, je toucherai plus les cheveux. Ouais, d'accord, c'est marrant ces cheveux. Donc voilà, donc ils comprennent qu'il y a des messages qui passent par l'humour et ça aussi je suis trop contente quand ça se passe. Ou même quand des fois il y a des gens qui viennent me dire j'ai passé une journée horrible où j'étais déprimée toute la semaine et juste de venir à ton spectacle, ça m'a fait trop du bien. Alors ça là, j'ai gagné ma soirée parce que c'est vraiment ça le but. Le but final, c'est quand même de faire rire les gens. Donc vraiment, c'est les 3 trucs qui me touchent comme retour que j'ai par rapport au spectacle. Moi, j'ai quand même pas mal de bons souvenirs. J'ai le souvenir, je joue à Cayenne, à Kourou. À Kourou, c'est en Guyane. Et dans le spectacle, la Dame de Fer, c'est une femme qui prie. Elle dit on est obligé de croire parce que c'est Dieu seulement qui peut nous sauver. Donc elle prie, elle loue le Seigneur. Et ma mère, elle aimait ça dans la langue. Et il y a une femme à la fin du spectacle. Il y a des filles qui viennent danser déjà. Je danse le bébé, c'est une danse traditionnelle. C'est super physique. J'ai fait 30 secondes parce que je ne tiens plus. Et il y a des filles qui sont venues, mais elles ont dansé la danse africaine, mais typique. J'ai dit, vous me voulez la vedette, c'est bon, les filles, 2 minutes, à fond, tout le monde les applaudissait. J'ai dit, bon, c'est mon spectacle. et c'est pas que ça, le plus beau, c'est que cette femme qui vient à la fin, parce que quand la Dame de Fer prie, elle dit, Seigneur, veille sur elles, elles sont allées loin de moi. Fais en sorte qu'elles tombent sur des personnes qui les acceptent, malgré leurs différences. Parce que, bon, je ne vais pas expliquer tout le spectacle, on n'a pas le temps. Et du coup, il y a une femme qui vient à la fin du spectacle et dit, vous m'avez réconcilié avec l'Afrique. J'ai dit, ah bon? Elle dit, parce que ma grand-mère priait ainsi. Si ma grand-mère, qui est guyanaise, priait ainsi, c'est qu'on ne nous a pas vendus, ils nous ont menti. Vous êtes nos frères. Et ça m'a vraiment émue, ce témoignage-là. Et j'en ai eu sur ma page, parce que je travaille beaucoup sur ma page pendant le confinement. Comme on n'avait plus rien à faire, on devenait fous, les comédiens. Donc, je fais pas mal de témoignages sur ma page. Je mets quelques extraits. Par exemple, il y a un film qui a beaucoup touché. C'est une mère ça s'appelle Kumba. C'est une mère qui est dans la difficulté. Elle n'a pas de papier, donc elle ne sait pas comment garder son enfant. Et donc, dans ce film, on montre la difficulté des mamans qui ne trouvent pas de nounou et qui parfois laissent leur enfant 2-3 heures et un drame peut se passer. Et je ne savais pas que ça vraiment existait. Et j'ai eu plein de retours noirs-blancs qui disaient « mais on a honte, mais ça nous est arrivé de partir des heures parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de nos enfants. » Donc c'est vrai, les gens se reconnaissent et surtout les gens d'origine africaine qui disent « ouais, on est fiers, Moutati, tu te bats. » Je dis « ma chérie, si tu savais comment je souffre. » Mais voilà, donc oui, tant mieux. Souvent, on a des bons retours.
Magnifique. Et est-ce que ça fait une différence, en fait, de qui est dans la salle et où vous jouez? Est-ce que vous adaptez aussi un peu vos spectacles selon où vous allez? Ou bien est-ce que c'est, non, comme tu disais avant, Élodie, on va faire de l'éducation et du coup que ça soit... Ouais, c'est clair qu'il y a une différence, il y a une différence de réaction entre les publics, en fonction de qui j'ai dans le public. Mais je change pas. Tant pis, ils vont subir. J'aime pas trop cette partie. Mais voilà, moi, je change pas et je suis sûre qu'à force d'entendre d'autres voix, en fait, ils vont être habitués à d'entendre d'autres voix, à entendre ce que nous, on a à dire aussi et pas aller toujours dans leur sens. Et donc, ça va de mieux en mieux. De toute façon, je le vois que les gens s'habituent à avoir d'autres voix, d'autres discours. Je m'adapte un tout petit peu. Je sais que quand je joue au pays, je dois appuyer sur des personnages qu'ils aiment. Je me rappelle, j'avais joué au Massa, c'était un festival en Côte d'Ivoire. Et quand je faisais le Canadien, ou après je parle de l'écolo, il y a un écolo dans le spectacle, les Français ils étaient contents, ouais, ça applaudissait. Les Africains, quand j'ai parlé avec la langue, parce que je parle BT, Mané, vous faites quoi dans la forêt à 23h? À Moutati. Donc, tu vois, c'était marrant parce que quand chacun se retrouvait, il rigolait. Bon, c'est un spectacle ouvert sur le monde, de toute façon, La Dame de Fer. Donc, je m'adapte un tout petit peu. Je ne vais pas tout changer, le spectacle. Et quelle est votre réaction avec le public suisse? Parce que je veux dire, en étant franco-malgache, en étant franco-ivoirienne, c'est quand même très particulier que vous vous retrouvez ici en Suisse. Mais toutes les deux, vous avez en fait vraiment aussi cette expérience de la scène helvète. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que vous pensez du public suisse. Qu'est-ce que vous pensez à Moutati, tu as aussi joué dans un film avec des Suisses. Félix Murat, oui, c'est un des premiers courts-métrages que j'ai fait, La visite médicale, avec un chanteur aussi qui est comédien, qui s'appelle Carlos Leal, c'est un comédien suisse. Oui, très très bon souvenir. Je me rappelle, je tournais et comme je venais d'arriver il n'y avait pas très longtemps, j'étais bien foncée. Et le mec, il n'arrivait pas à me filmer. Il dit, oh, elle fait paupière. J'ai dit, tu parles de qui comme ça? mais du coup, oui, j'ai des très bons souvenirs en Suisse. J'ai joué à Yverdon-les-Bains il y a 2-3 ans. Et dans le spectacle, je parle de San Pedro, qui est une petite ville, qui est un port autonome. Et il y a le côté balnéaire riche et il y a le côté bidonville. Et le problème de la Dame de Fer, il y a une autoroute qui se fait, donc les loyers se multiplient par 10. Elle dit, on n'a même pas une brouette. On nous demande de payer l'autoroute. Donc, la problématique, c'est que voilà, il y a un caterpillar qui arrive, elle a 6 enfants à nourrir, donc elle fait en sorte que les filles partent tôt. Donc, il y en a une qui rencontre un Canadien, un Français, bon, c'est ça. Et en jouant à Yverdon-les-Bains, c'était très beau. Il y a un monsieur qui vient de me voir. Il dit, c'est moi qui ai construit cette autoroute. Et tellement suisse comme réponse. Non, mais ému parce qu'il disait... Vous savez, quand vous avez dit San Pedro, j'ai dit non, c'est pas vrai, c'est tellement loin. Et ils avaient un club, il avait peut-être 80 ans, 85, quelque chose comme ça, et très vieux. Et il disait, je suis l'avant-dernier pote de San Pedro qui reste. Il dit cette autoroute. On a dessiné. Et j'étais, waouh, vous vous rendez compte, d'Yverdon-les-Bains jusqu'à San Pedro, je voyais une personne qui connaissait cette ville. Et même à la fin du spectacle, on a eu un autre Suisse qui est venu dans mes bras, qui a commencé à pleurer. Il dit, vous avez parlé de ma mère? J'ai dit, ah oui. Et parce que la Dame de Fer, elle est émouvante. On la voit jeune, après on la voit vieille. J'espère que j'aurai l'occasion un jour de le jouer en entier. En Suisse, sait-on jamais. Petit On fait appel, ma si promo jamais. en même temps, un beau spectacle, un chef-d'œuvre. Bon, bref. Et dans le spectacle, elle est jeune et après, on la voit vieille. Et elle dit, voilà, mes filles me manquent. J'ai envie de voir mes filles. J'ai envie que ce soit comme avant. Et c'est une mère arabe, comme une mère juive. Et vous savez, les émotions n'ont pas de couleur. Et il est dans mes bras, il pleure. Et il dit, mais c'est ma maman dont vous avez parlé. Et je ne savais plus, yeux bleus, tout ça. J'étais là. J'ai dit oui. Au début, je ne pensais pas qu'il pleurait. Et c'est là que je me suis rendu compte que voilà, c'était ça le but du spectacle vivant. C'était de toucher les gens, les faire oublier un moment leurs pensées. Et donc, oui, il y a un très très bon public en Suisse qui écoute, et surtout le texte. Tu n'arrives pas avec des socropobawa.
Sokolopomawa, ça veut dire la mauvaise graine, quoi. Excusez-moi, je traduis. Et je veux dire, Elodie, toi aussi, participer au Swiss Comedy Talent et puis en étant gagnante, apparemment tu parles au public suisse, mais est-ce que le public suisse te parle aussi? Oui, ouais, moi, c'est un public. Bah, après, l'humour que je fais, j'ai des rêves qui sont à peu près universels pour le public francophone et tout ça, mais ce qui est marrant, c'est le public suisse et je l'ai trouvé très ordonné. Ceux qui rigolent comme ça. Et la suite, c'est vraiment, il n'y a pas de des fois, il y a des gens qui sont très expressifs, ça rigole longtemps et tout. Dans les Suisses, c'est une blague à rire et après. Prochaine blague, s'il te plaît. Ouais, vraiment ça. Mais je trouve ça assez rigolo. Mais du coup, on entend en fait aussi que différents publics, des fois un peu différentes réactions, pas toujours différentes prestations. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout avec tout le monde? Parce que c'est aussi un peu la question qu'on s'est posée. Est-ce que des fois vous vous dites « Ah, ça, je ne peux pas le faire parce qu'il y a trop d'hommes blancs dans le public. Et ça, je vais le faire parce que là, on est entre nous. » Et on va rigoler entre nous, et c'est un insider. Est-ce que ces pensées-là, ces réflexions-là vous traversent l'esprit? Ça me traverse souvent l'esprit. Moi, je dis souvent qu'on peut rire avec, on ne peut pas rire contre. Si on est tous ensemble, il y a un cataclysme, on rit tous ensemble. Mais si c'est isoler une personne par rapport à sa différence, là c'est plus très marrant pour moi. Donc, il y a des vannes qui sont un peu limites, mais après, il faut être un bon comédien aussi. Hein. C'est un métier, c'est un métier. Non, moi, je ris jamais contre. J'aime pas mettre les gens dans l'ostracisme. Je m'adapte pas à mon spectacle, il est partout pareil. Oh, il y a une petite phrase qui est un peu spéciale, mais elle n'est pas méchante. Voilà. Et toi, est-ce que des fois, tu as des appréhensions et tu te dis... Ça, c'est quand même un peu trop dévoiler ma communauté et dépendant du public, je vais faire un peu attention et pas forcément sortir... Alors, moi, j'essaie de pratiquer. En fait, en Angleterre, on parle de... Ouais, comme je disais tout à l'heure, il y a de se moquer des dominants. En tout cas, en Angleterre, on dit punch up ou punch down pour les humoristes qui font du stand-up. Et punch up, c'est se moquer de ceux qui sont en haut et qui ont les pouvoirs. Punch down, c'est se moquer de ceux qui n'ont pas les pouvoirs. Donc moi, j'essaye au maximum de punch up parce que je trouve que... Parce que ceux qui disent on ne peut plus rien dire, franchement, on les entend toute la journée. On ne peut plus rien dire. Oui, bon, quand même, tu le dis quand même vachement souvent là, sur CNews. Et c'est vrai, franchement. Et donc on peut rire de tout. On peut rire de tout. Est-ce qu'on veut rire de tout? Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc c'est pas une envie. J'ai pas envie de blesser les gens. Il y a des gens qui disent que cette blague-là m'a blessé, et puis on va se défendre en disant c'était pas mon intention. Même si t'as pas d'intention, t'as quand même blessé quelqu'un. J'ai pas envie de blesser les gens. J'ai pas envie de punch down, voilà. Du coup, moi, c'est mon envie de punch up et de moquer et qu'on s'habitue de plus en plus à ce genre d'humour, parce que c'est un humour déjà qui est très peu exploité, donc un peu plus compliqué aussi, du coup, à transmettre, parce que les gens n'ont pas l'habitude aussi de ce genre de propos parfois. Et voilà, non, moi, c'était... Mais je trouve que... Et puis, c'est marrant, parce que cette phrase-là, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est pas, souvent, les gens l'utilisent pour se défendre de liberté d'expression. En général, quand on dit liberté d'expression, c'est jamais pour dire un truc gentil derrière. C'est jamais « Oh, liberté d'expression, t'as une super robe ». Non, c'est jamais un truc, c'est toujours pour dire une horreur derrière. C'est comme le « je suis pas raciste », mais quand même, je trouve que... Donc voilà, c'est jamais un truc cool. Et souvent, on dit, Pierre Desproges disait « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Et souvent, les gens l'interprètent comme quoi seule l'élite comprend l'humour noir ou l'humour le millième degré, si c'était une blague un peu dark, un peu vexante, mais c'était de l'humour, vous n'avez pas assez de recul pour rigoler de ça. Et en fait, Pierre Desproges, c'est pas du tout ça. Il a dit ça au moment où il était à la radio. Il avait préparé une chronique qui était... Bon, pour moi, elle était raciste. Hein. Pour moi, elle était raciste. Bon, voilà. Je la lis, je dis... Mais c'est raciste. Et du coup, il a préparé cette chronique, et l'invité de ce jour-là, c'était Jean-Marie Le Pen. Et du coup, Pierre Desproges a refusé de faire sa chronique ce jour-là, et il a dit
Donc il y a eu un creux dans la radio, ils ont mis Étienne Dao, je crois. Non, c'est pas vrai. Trop d'infos, trop d'infos. Et, non, en gros, il n'a pas fait sa chronique et il a dit on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Ça veut dire qu'il ne voulait pas rire, il ne voulait pas faire ses blagues que lui. Prenait du recul et lui disait avec le millième degré sa blague-là. Il ne voulait pas dire cette blague-là avec Jean-Marie Le Pen qui, lui, aurait rigolé au premier degré à cette blague-là. Et donc, en fait, cette phrase-là, c'est pas du tout... Il y en a plein qui l'utilisent pour dire... pas avec tout le monde, dans le sens, toi, tu n'as pas d'humour, toi, tu n'as pas de recul, je ne peux pas rire avec toi. C'est dans le sens de faire gaffe à qui on fait rigoler avec ces blagues. Eh ouais, on en apprend des choses. C'est la première fois que je j'ai un... Ah. Je suis devenue une prof. Leçon numéro 3. Et du coup, est-ce que ça vous arrive de temps à autre aussi de vous dire, parce que je vois vraiment qu'il y a quand même aussi cette étape de conscientiser de quoi vous allez parler, de quoi vous voulez rire, un peu aussi vos choix dans vos histoires personnelles que vous partagez. Mais est-ce que vous avez aussi des fois des retours qui viennent vraiment aussi de vos communautés, d'autres femmes noires, d'autres personnes ivoiriennes, malgaches, françaises, qui vous disent vraiment « Écoute, je crois que là, tu es peut-être allé un tout petit peu loin. » Et comment vous réagissez à ça? Est-ce que vous prenez ou bien vous êtes là? Non, mais en fait, je suis humoriste, je suis artiste. Le but aussi, c'est un peu de pousser, en fait, d'aller un peu aux limites. Je ne sais pas qui va me poser la question, non. Non, je sais que j'ai eu une critique qui m'a un peu bousculée. J'ai joué au Récréatral au Burkina Faso, à Ouagadougou, un très beau festival. Et là, il y a une journaliste qui a mal pris le spectacle, hein, parce que la Dame de Fer doit survivre. Elle doit s'en sortir. Un bidonville, c'est pas un jeu. Hein. Tu ne peux pas jouer dans un bidonville. Donc, elle veut que ses filles partent, peu importe avec qui elle part. Et donc, du coup, il y a un Français, il y a un Canadien, il y a un Belge, il y a un Ivoirien. Et elle me dit, bah oui, c'est une manière de pousser les jeunes filles à marier des Blancs. Et moi, j'aime pas comment vous avez avancé ce spectacle. Ça va pousser notre jeunesse à être avec des Européens. Je dis, bah, déjà, il y a des Français, il y a des Belges, il y a aussi des Africains. Et c'est pas bien que vous parliez toujours de la pauvreté de l'Afrique, que vous parliez de la pauvreté de l'Afrique. J'ai dit, mais ça existe. Si on n'en parle pas, qui va en parler? Et moi, je commence d'abord avec mon vécu. Je rajoute un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, soyons sérieux. Mais ces gens-là aussi existent. C'est facile de dire, ouais, mais on en a marre qu'on parle que des sans-papiers. Bon, bref, moi, je me nourris de ce que j'ai vécu. Et je me nourris d'une réalité d'une femme africaine qui doit survivre. Là-bas, c'est le cow-boy. Hein. On n'est pas assis et tout tombe. La femme, elle doit se battre. Donc, on appelle ça stéréotype ou cliché. Après, culturellement, on ne voit pas la vie de la même manière. Donc, c'est vrai que cette critique m'avait sur le coup un peu marquée. Je me suis mise à réfléchir. Je me dis, oh, est-ce que c'est pas bien ce que j'ai fait? Mais à un moment, il faut écrire d'abord pour soi, et ensuite, on écrit pour d'autres personnes. Mais l'auteur, dans un premier temps, il ne doit pas se dire qu'est-ce que les gens vont dire. C'est pas le but. Le but, c'est de rentrer en compassion avec un personnage, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Si on commence à jouer avec les couleurs, on ne va jamais s'en sortir. Donc voilà, moi, en tout cas, c'est comme ça. Je réfléchis sur mes personnages et quand j'ai des mauvaises critiques, je dis « Ah, ma chérie, tu n'as pas aimé, qu'est-ce que je peux faire? Joue ton spectacle. » Je suis spéciale, moi. Et qu'est-ce que tu réponds, toi, Élodie? Moi, j'ai pas de... Je me moque une fois d'un malgache, mais c'est une histoire qui m'est arrivée pour de vrai, donc je trouvais que c'était un sketch facile, hein, du coup, je vous la raconter. Mais sinon, non, j'ai pas eu de retour comme ça. J'ai eu un retour une fois sur un sketch que je faisais, que vous allez voir tout à l'heure, où on disait que j'étais pas assez inclusive, et c'est vrai que ça me désolait de pas
inclure une communauté dans ce sketch-là, la communauté trans, que je n'incluais pas parce que, bon, vous allez voir, je vous expliquerai après le spectacle. En gros, j'aimerais vraiment, parce que du coup, c'est pas transphobe, mais c'est pas trans-friendly. Et moi, j'aimerais vraiment que tout le monde être inclusif au maximum et que mon spectacle soit une safe place pour tout le monde, que tout le monde puisse y aller en disant je vais pas me faire agresser ou me sentir rabaissé à un moment donné. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé la blague. Du coup, ça reste comme ça. Pour l'instant, oui, parce que au final, mon spectacle, c'est pas une conférence TED. Du coup, j'en suis sortie grandie. J'ai parlé une fois, mais j'en suis sortie grandie. Non, c'est un spectacle d'humour, donc il faut que ça reste drôle. Et je cherche, pour l'instant, je suis en train de chercher, je teste des trucs, je tente, je me plante, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas la blague, du coup, elle reste comme ça. Elle n'est pas inclusive, mais je tends à aller dans ce sens-là. Mais sinon, ouais, non, c'est vraiment le seul retour que j'ai eu sur mon spectacle, qui était un peu... Je crois que du coup, pour conclure cet échange, parce que je regarde l'heure et on est déjà bien avancé, même si j'ai pas envie d'arrêter parce que honnêtement, on pourrait rester ici toute la nuit. C'est aussi juste de me dire que moi, ça me fait hyper plaisir de vous voir sur scène. J'étais sur YouTube, j'ai regardé vos spectacles. Je sais exactement à quoi tu fais référence, par exemple, en parlant de ça. Et je me dis que ça fait plaisir et en même temps que j'espère que pour vous aussi, c'est pas quelque chose qui est isolant. Et est-ce que, en fait, dans cette scène humoriste de se retrouver avec d'autres femmes noires, la réaction qui en coule, c'est « Oula, là, il y en a une autre et ça va être un peu difficile pour moi » ou c'est plutôt solidaire, où vous êtes là, trop bien que tu sois là, on s'encourage, il en faudrait plus d'entre nous? Je suis complètement à fond Black Woman Power. Il faudra un nouveau t-shirt. Je vais faire des t-shirts imprimés bientôt, mais oui, à fond. Bah, tant mieux. À fond, parce que je trouve, il y avait un truc, on m'a appelé il n'y a pas longtemps pour faire une émission sur Canal+, et en me disant, on aimerait bien faire une émission des copains. Donc fais-moi un plateau, un line-up, qui t'aimerait autour de toi pour cette émission. Et moi, je sais pertinemment que comme femme noire, il n'y aura que moi. Donc, je leur donne comme liste toutes les femmes noires que je connais qui sont hilarantes sur scène. Je leur donne que ça comme liste. J'aimerais bien ma Marie, Amy, Alicia, etc. Que des copines à moi qui sont noires, racisées ou moins racisées et qui sont des femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes à chaque fois en majorité. En général, c'est la schtroumpfette sur les plateaux d'humoristes. T'as 4 garçons et la fille qui est présentée comme la tout charme de la soirée. Ouais, c'est insupportable. Et j'ai mis une robe. Et ouais, vraiment, c'est... Et du coup, j'ai fait exprès d'aller dans ce sens-là. Et évidemment, ils m'ont dit la chaîne va dire on va voir. Et donc, on a réussi. On était 3. Ouais, 3. On était 3 femmes noires sur 5. Et j'ai trop contente. Mais parce que je sais que sinon, il y aura que des... S'ils prennent que des femmes, il y aura une noire et 3 blanches. Enfin, tu vois, ça va être... Donc oui, moi, je suis à fond et il n'y en a pas assez. C'est trop dur. En plus, on a tellement de clichés sur les épaules. Des fois, on va dire des trucs intelligents et on va dire le sourire. Hein. Tu vois, il y a des trucs... Vous avez un sourire, vous rayonnez, vraiment. Il y a un truc... Non, mais là, ce que je dis, c'est important. Non, vraiment, c'est tellement exotique. Et je vous jure que c'est vrai. Il faut regarder dans les médias. Il faut voir vraiment à qui on donne la parole dans les médias, à qui on donne les paroles et qu'est-ce qu'on va en sortir. Vraiment, le fait d'être noire, d'être une femme noire, on va te coller un truc exotique, soleil, etc. Et même si c'est un truc intelligent, les gens ne vont pas du tout voir le truc intelligent, ils vont voir le côté exotique. Et du coup, c'est... Pour apporter un propos, pour avoir... C'est compliqué, mais ce qu'on parlait tout à l'heure dans les coulisses, les réseaux sociaux ont permis de vachement démocratiser et de pouvoir parler, d'avoir une voix quelque part, parce que sinon, elle n'est nulle part. Merci beaucoup. Et Amoutati, si j'ose te poser en fait une question supplémentaire, en entendant ça, qu'est-ce que tu dirais si dans le public, il y a des personnes qui se disent « Ah oui, ben, peut-être l'humour ou bien la comédie, que ce soit au théâtre ou bien au box-office, ce serait quelque chose pour moi. » Est-ce que tu as un conseil
pour les femmes noires parmi nous, quelque chose que tu aimerais partager? Déjà, ne vous considérez pas comme une femme noire, considérez-vous comme une femme tout court, comme une comédienne. Ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues, parce que nos propres murs, c'est nous-mêmes qui les créons parfois. Donc, j'ai dit souvent aux gens, si moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, à San Pedro, bidonville, et j'ai fait 31 films, c'est parce que j'ai cru et je n'ai pas écouté tout ce que les gens disaient. Après, j'ai beaucoup créé. La Dame de Fer, c'est moi qui l'ai créée. Et c'est grâce à ce spectacle qui a été une carte de visite, parce que j'ai une dizaine de personnages dedans. Ça a été une carte de visite et tous les réalisateurs sont allés me voir là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est en voyant mon spectacle qui m'a embauchée. Donc, proposer. On a tous une vie différente, même si on est venu du même lycée. On a un papa qui est peut-être, je sais pas, boulanger, qui a fait des choses énormes. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est créer, oser. Comme dit la Dame de Fer, demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, cherchez, puis vous allez trouver. Bref, donc si vous avez envie de faire quelque chose, donnez-vous les moyens, ne soyez pas bloqués. Parce que je viens d'un pays où c'est 10 fois plus dur, mais les gens rêvent plus grand, plus haut. C'est dommage, ici, en Europe, souvent les gens sont presque défaitistes. J'ai dit, mais vous avez tout, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai, je peux comprendre, puisque j'ai des enfants qui sont nés en France, je peux comprendre aujourd'hui, mais avant, j'avais vraiment du mal. Je dis, avec le passeport que tu as là, tu peux faire le tour du monde. C'est vrai, nous, 3 pays, le reste, c'est à la nage. Toi, et tu te plains. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était difficile, mais après, bon, c'est vrai avec mes garçons, j'ai 2 grands garçons qui ont 20 ans et 21 ans, donc je les ai vraiment boostés pour qu'ils s'en sortent, mais j'ai compris très vite ce mal-être. Donc, voilà, moi, j'encourage en disant, ne vous bloquez pas sur votre couleur. Faites les bêtes. Ah bon, je suis noire? Ah bon, pourquoi je ne vais pas y arriver? Qui t'a dit ça? Ah bon? Moi, j'ai toujours fait ça, l'étonner. Tu crois? C'est vrai? Après, tu vas voir, tu seras étonné. Et du coup, sur ces mots, je vous dis merci infiniment Je vous en prie. pour cet échange. J'espère qu'on n'a pas donné toute notre énergie maintenant. C'est maintenant que ça va commencer. On a heureusement une demi-heure de pause, mais merci beaucoup pour cet échange. Et avec vous, on va se retrouver plus tard. Non, on va s'échanger. Je vous dirai encore pour la fin, rêvez, osez, créez. Ne vous limitez pas. Et s'il y a des limitations qui sont très réelles dans notre quotidien, dans nos vies de tous les jours, tapez vers le haut. Et aussi, solidarisez-vous et recommandez-vous les unes entre les autres. Tout à fait. Très belle soirée. Tout à fait. Mona Lisa, Amoutati, Elodie. Merci infiniment. Merci beaucoup, beaucoup.